Hello, c'est Guillaume, je suis ingénieur en finance qui t'explique simplement des raisonnements financiers pour que tu puisses investir intelligemment. Aujourd'hui, je vais t'expliquer comment fonctionne le marché immobilier et ce qui tire les prix vers le bas cette année. On va voir en détail quelles sont les opportunités pour acheter au meilleur prix et devenir propriétaire rapidement, ou s'il vaut mieux être locataire selon la durée qu'on reste dans un bien. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer les astuces d'investisseurs qui te permettront de comprendre si c'est le bon moment pour toi d'acheter ou de vendre ton bien immobilier dans ce contexte. Reste bien avec moi, je te donnerai accès à un outil gratuit qui permet de simuler la rentabilité de ton achat de résidence principale contre la location pour t'assurer que tu négocies bien le prix de ta résidence principale. Allez, c'est parti! Qu'est-ce qui guide les prix de l'immobilier en France? Comme tu le sais sûrement déjà, le critère numéro 1 est l'emplacement, car un bien immobilier est un actif où des humains vivent, et pour vivre, ils ont besoin de travailler. Donc la proximité d'un bien avec du travail, des écoles, des villes, augmente sa valeur relative à des biens et des emplacements différents. Par exemple, si Lucas habite dans un 30 mètres carrés dans le centre-ville de Paris, à moins de 30 minutes du centre des affaires, ça n'a pas du tout la même attraction par son emplacement qu'un bien situé à 2 heures en voiture de Strasbourg par exemple. Ensuite, on a le gros sujet des taux d'intérêt, et c'est vraiment le facteur clé dans la période qu'on traverse, car les taux ont un impact fort sur la capacité d'emprunt des acheteurs. Voyons l'exemple de Gérard qui emprunte 300 000 € à 1% en 2019 pour un coût de financement par la banque de seulement 30 000 € sur 20 ans. On arrive ici à un coût total pour Gérard de 330 000 € afin d'acheter sa résidence principale. Le problème, c'est qu'en 2023, c'est pas du tout la même histoire. Gérard n'a hélas plus les moyens d'emprunter 300 000 € aujourd'hui à revenu égal. Car à 4% de taux d'intérêt, cela lui coûte plus de 136 000 € en coût de financement de son crédit à la banque sur 20 ans. Donc avec son budget maximum de 330 000 €, Gérard a aujourd'hui une capacité d'achat maximale de seulement 230 000 € net vendeur, avec un coût de financement à plus de 100 000 €. Ce qui représente une perte de 23% en moins en termes de pouvoir d'achat sur sa résidence principale. Aujourd'hui en 2023 contre début 2020. Donc oui, l'augmentation des taux d'intérêt auxquels les acheteurs peuvent emprunter ont mécaniquement réduit la capacité d'achat sur le marché immobilier. Aujourd'hui, en 2023, les taux sont montés fort, à plus de 3,5%. Donc l'argent coûte beaucoup plus cher aujourd'hui. En termes d'intérêt, les acheteurs payent un crédit qui est aujourd'hui x4. Donc un facteur multiplicatif par 4 en termes de coût d'intérêt. Certes, le tout seul n'empêche pas d'emprunter, c'est plutôt la capacité des personnes à emprunter qui est impactée, car les salaires restent plus ou moins les mêmes avec un coût de crédit qui explose. Un autre facteur décisif sur le marché d'immobilier de 2023, c'est que les prix de l'immobilier tardent à baisser. C'est un phénomène qui est classique. On dit qu'il y a un lag, donc un retard entre la baisse du pouvoir d'achat des acheteurs et l'acceptation des vendeurs à baisser leur prix s'ils veulent trouver preneur. En général, on voit qu'après une montée de taux d'intérêt, il faut au moins 6 mois avant qu'elle se répercute à la baisse sur le marché immobilier. Après, il reste bien sûr une petite partie de la population qui peut se payer en cash son bien immobilier. Mais généralement, ils ont conscience que les soldes sont à venir en période de taux qui montent et donc sont très agressifs en termes de négociation. Ainsi, c'est dans les périodes de taux plus élevés que l'écart entre le prix affiché par le vendeur et l'agence sont les plus élevés. Figure-toi qu'on peut estimer ce potentiel de négociation selon les biens. Quand on regarde sur le site du registre des transactions immobilières accessible sur les impôts par exemple, on peut observer que les prix sont 10 à 15% plus bas sur quelques biens dont on peut identifier les annonces. Donc l'aspect positif, c'est qu'on peut voir ces périodes de taux élevés comme des périodes d'opportunité pour négocier agressivement des biens qui sont longtemps sur le marché sans trouver d'acheteurs. Ainsi, si toi tu souhaites acheter un bien immobilier aujourd'hui, tu es en position de force avec un pouvoir de négociation très important. Dans ce contexte, commencer une négociation à moins 20% du prix affiché, ça me paraît une bonne stratégie. Et si ça se braque en face, pas de problème, il y a d'autres biens similaires sur un marché qui peinent à trouver des acheteurs. Par contre, on va voir qu'un des atouts du parc immobilier français en période de taux bas est son talon d'Achille en période de taux haut. Alors oui, la France a des atouts sur son parc immobilier. La France, ça reste un système de prêt des plus protecteurs.
et peut-être bien le plus stable d'Europe avec l'Allemagne et les Pays-Bas. Car les acheteurs français empruntent à taux fixe avec une mensualité qui reste constante durant toute la durée du prêt. Cela garantit donc une stabilité du marché, car dans d'autres pays comme les États-Unis par exemple, les périodes d'augmentation de taux sont synonymes de fort repli du pouvoir d'achat des ménages qui vivent avec un crédit immobilier, jusqu'à contraindre à des ventes rapides à perte si le foyer n'arrive plus à payer les mensualités qui exploseraient avec un taux variable qui monte. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé lors de la crise des subprimes en 2008. Et beaucoup de pays, notamment nombreux de nos voisins européens, n'ont pas accès à cette sécurité des taux fixes, comme l'Espagne, l'Italie ou encore la Grèce. Parallèlement, en France, on trouve des prêts immobiliers qui sont catégorisés comme un des plus sûrs d'Europe, grâce à des systèmes de garantie et d'assurance qui n'existent nulle part ailleurs sur le vieux continent. En bref, les banques sont incitées par le Conseil de la Haute Autorité Financière à ne pas prêter à n'importe qui, en prenant des risques. Ainsi, dans les périodes de taux plus élevés comme celles qu'on traverse, il est beaucoup plus difficile d'accéder au crédit, tout simplement. Et ça, c'est à la fois un filet de sécurité, mais aussi une bombe à retardement, car ça réduit mécaniquement le nombre d'acheteurs sur le marché. Les vendeurs se retrouvent ainsi en plus grand nombre, jusqu'à un acheteur pour 4 vendeurs dans certaines villes d'après le site Meilleurs Agents. Ainsi, j'anticipe une baisse dans les 6 prochains mois de l'ordre de moins 8%. Et plus cette situation de taux élevé dure, plus les prix auront tendance à baisser. Et cette tendance n'est pas prête de changer aujourd'hui. Dans mon scénario principal, je vois cette tendance baissière continuer jusqu'en janvier 2025. Donc encore sur 1 an et demi. Après, il faut garder en tête que le marché de l'immobilier, c'est un marché illiquide. Ainsi, même si globalement on peut voir une baisse, il existe des niches, notamment du côté de certains arrondissements de Paris, à Bordeaux entre autres, qui eux continuent de monter. Et là, mon raisonnement sur les taux ne tient plus car en face, on a des acheteurs avec du cash, donc sans prêt. Et quand ils sont pressés ou négocient peu pour des raisons qui leur appartiennent, ça participe à des niches de quartiers où le prix monte et où les accédants à la propriété sont plus âgés. Également, on a un autre phénomène en France qui est celui de la concentration des richesses. Aujourd'hui, on est dans une France qui est de plus en plus multipropriétaire, avec une concentration des richesses sur une population vieillissante. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins de primo-accédants chez les plus jeunes, et que les richesses s'empilent et s'accumulent comme jamais dans l'histoire, sur une génération qu'on appelle célèbrement les boomers. Donc ce naît dans les 30 glorieuses entre 1946 et 1964. À ça, on peut ajouter des contraintes environnementales et énergétiques qui compliquent l'accès à la propriété, augmentant la facture de l'immobilier neuf, ainsi que le coût pour rénover de l'immobilier ancien, ce qui réduit aussi le nombre de biens en location, et donc ces nouvelles normes qui s'ajoutent aux existantes, encore cette année, réduisent le nombre de logements à la location. Et donc toutes ces normes, ça alimente une rarification de l'offre, qui mécaniquement fait pression à la hausse sur les prix de la location. Aussi, mardi prochain, le 13 juin, la Banque de France et Bercy, donc avec Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, se réunissent pour aborder le sujet de l'accès à la propriété. Je suis assez pessimiste sur ce qui pourrait en sortir. Au mieux, je vois un peu plus de souplesse pour certains bons profils. Après, qui sait, on peut peut-être avoir une bonne surprise. Je te ferai un message dans l'onglet communauté mardi pour te débriefer s'il y a un impact. Donc assure-toi d'être bien abonné à ma chaîne avec les notifications activées. Après, si c'est juste pour qu'ils s'auto-félicitent et dire qu'ils font du bon boulot en fermant les yeux sur les problèmes, je te le dirai aussi. Allez, maintenant je vais te montrer le petit outil gratuit qui permet de déterminer si on paye cher ou pas un bien immobilier à l'achat par rapport à de la location. C'est un outil disponible sur guistamp.com qui te permet de calculer le coût cumulé sur une durée de vie dans un logement avec 2 scénarios. Le premier scénario où tu es locataire et le deuxième scénario où tu es propriétaire sur une durée de ton choix. Donc d'un côté, pour le scénario locataire, c'est assez simple. On a le coût du loyer à saisir qui s'actualise avec les taux légaux d'augmentation des loyers paramétrables ici. Et là, les charges locatives, donc l'eau, l'électricité, le gaz, les taxes des ordures ménagères, etc. qui elles aussi subissent une certaine inflation, que tu peux paramétrer selon les hypothèses pour les années qui viennent. Une fois rempli, on va saisir les paramètres du scénario du propriétaire. Ici, on a le prix du bien immobilier, là les frais de notaire, qui sont les taxes prises par l'État à chaque transaction immobilière, de l'ordre aujourd'hui entre 7% et 9% du prix du bien. Viennent ensuite les potentiels frais d'agence de 5% à 9%. Là, on a la taxe foncière. Attention, sur ces dernières années, elle est en train de doubler progressivement,
pour compenser la suppression de la taxe d'habitation. Donc bien prendre ça dans tes calculs, c'est pas anodin du tout. Ici, on peut saisir les charges de copropriété dans le cas d'un appartement. Et on ajoute les taux de crédit ainsi que les hypothèses d'augmentation sur les taxes. Car oui, pour les propriétaires, c'est plutôt à la hausse. Et également, on rajoute l'inflation par-dessus. Alors, voyons maintenant le résultat obtenu. Avec cette simulation d'exemple ici, on arrive à une durée de 2 ans. Donc si quelqu'un souhaite vivre dans un bien avec ce type de caractéristiques, plus de 2 années, il est plus intéressant pour lui d'être propriétaire. Et ça serait alors une erreur d'être locataire plus de 2 ans. Et c'est souvent bien sûr une erreur qui coûte cher en qualité de vie pour ces vieux jours. Et bien sûr, ce résultat est sans surprise. Instinctivement, chacun sent que d'être propriétaire est rentable une fois le crédit remboursé 20 ans plus tard. Car on peut sentir qu'on a un vrai chez nous sans payer de loyer ou de crédit. Ici, avec cet outil, on va un peu plus loin. Ça permet de prendre en compte l'impact de l'inflation, des taxes, de leur augmentation et surtout du coût du crédit. Car à 4%, c'est un impact 4 fois supérieur à un crédit de 1%, qui est un vrai sujet d'actualité en ce moment. Au final, même dans ces conditions de marché, l'immobilier est plus difficile d'accès. On observe une règle qu'on peut, je pense, appliquer sur l'ensemble du territoire français, qui est, si on compte s'installer sur le moyen et long terme à un endroit, disons plus de 3 ans, acheter est très souvent la meilleure option financièrement parlant. Le problème après, ça reste l'accès au crédit qui est très facile quand on est dans le top 10 des revenus, et sinon c'est le parcours du combattant en ce moment d'après ce que je lis, quand on n'est pas dans le top 10 des revenus. Après, il y a des exceptions dans une ville comme Paris où les loyers sont plus faibles relativement au coût du crédit pour un même bien, car encadrés par des lois sur les loyers, et des prêts à l'achat très élevés qui offrent une faible rentabilité locative. Donc dans un cas comme Paris, il faudrait parfois plus de 7 ans pour rentabiliser les coûts de frais de notaire, d'agence et de coûts de crédit en équivalent loyer si tu veux. Donc même à Paris, sur du long terme, ça reste quand même rentable généralement après plus de 7 ans. Et là, dans cette simulation, on ne prend pas en compte l'augmentation ou la baisse du bien immobilier. On prend seulement en compte le coût total hors remboursement du propriétaire contre le coût total du locataire. Car oui, si en plus le bien s'apprécie, c'est encore beaucoup plus rentable d'être propriétaire. Et historiquement, sur le long terme, avec une population à démographie croissante, ça me paraît l'évidence qu'à horizon plus 10 ans, les biens d'immobilier bien entretenus et bien placés prennent de la valeur. Donc cet outil t'offre ici un bon moyen pour estimer si un bien est cher par rapport à la location sur le court terme, ou si c'est une très bonne affaire à l'achat dès quelques années. Bien sûr, ce fichier présente quelques limites. On aurait pu comparer aussi ce que ça donnerait avec un locataire qui paye un loyer moins cher qu'un crédit immobilier à 4%, et qui investit le reste de son argent à 8% par an sur action par exemple. Également, autre limite, certaines banques ont des tableaux d'amortissement de crédit avec des formes différentes que celles utilisées dans ce simulateur. Donc c'est possible de trouver des crédits qui coûtent plus ou moins cher selon comment le prêt est structuré. Donc à amortissement constant, amortissement décroissant, entre autres systèmes des banques. Voilà, je suis convaincu que cet outil pourra t'aider dans tes calculs pour l'acquisition de ta résidence principale. Tu peux donc maintenant récupérer librement ton outil offert sur guistan.com et profites-en aussi pour jeter un coup d'œil à tous les autres outils. Il y en a des très intéressants. Sur ce, restons pragmatiques. Allez, ciao!